Je crois qu'on arrive live dans quelques secondes. Juste s'assurer que tout fonctionne. Donc, on a quelques invités qui viennent de se connecter sur Zoom. Donc, bonjour aux invités qui viennent se connecter sur Zoom. Est-ce que c'est possible tout simplement de laisser la caméra fermée? On va garder le focus là, sur les intervenants qui sont ici présents. Donc, si on résume, bonjour à tout le monde. Mon nom est Carl-André Poliquin, formateur en éducation financière et conseiller en entrepreneuriat chez Option Travail. L'objectif du live d'aujourd'hui, c'est d'aborder l'entrepreneuriat collectif. Donc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver, comment ça fonctionne, comprendre un peu les grands enjeux derrière tout ça. Et pour ce faire, j'ai été chercher la crème de la crème à Québec pour bien comprendre ça aux différents niveaux. Donc, le niveau scolaire, donc qu'est-ce qu'on enseigne finalement, comment on incite les jeunes à parler d'entrepreneuriat collectif. Le niveau pré-démarrage, donc comment on fait comme pour lancer une entreprise collective. Puis finalement, le volet un peu plus croissance, développement, pour aller chercher justement, c'est quoi le potentiel, c'est où est-ce que ça s'en va, tout ça. Donc, je vais laisser mes trois invités se présenter, prendre une petite minute chaque pour se présenter tout simplement et nous expliquer finalement un peu leur rôle à travers tout ça. Donc, Jacinthe, je ne sais pas si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis Jacinthe Dion-Côté du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, qui est un organisme provincial qui représente les coopératives du Québec. Et on a le volet jeunesse entrepreneuriat avec le programme Jeune Coop, qui est un programme pour le milieu scolaire et communautaire, donc auprès des jeunes qui désirent démarrer des petites entreprises écoles ou des entreprises sous la forme de projets. Et moi, mon rôle, je viens directement dans le milieu. Je viens les accompagner à toutes les étapes de leur projet, que ce soit la recherche d'idées, former des équipes de travail, créer le conseil d'administration. Et je viens les outiller, leur donner des trucs, des conseils pour vraiment là, les aider à bien s'organiser puis à vivre les valeurs de la coopération et de l'entrepreneuriat. Donc, c'est mon rôle pour le territoire de Capitale-Nationale. Puis, on a d'autres agents aussi à travers toute la province qui offrent les mêmes services là, tout à fait gratuitement pour les milieux. Excellent. Donc, c'est quelque chose qui finalement qui est à la grandeur de la province là, pour initier la jeunesse finalement à l'entrepreneuriat collectif. Donc, c'est intéressant. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus. Stéphane, est-ce que tu voulais nous expliquer, te présenter, nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation, Carl-André. Bonjour aussi à mes deux partenaires qui sont invités ce matin. Moi, je suis coordonnateur du programme Sismic Capitale-Nationale. C'est un programme d'accompagnement au pré-démarrage d'entreprises d'économie sociale. C'est un programme qui est porté par le pôle des entreprises d'économie sociale de la Capitale-Nationale, qui est un regroupement d'affaires finalement, qui est au service finalement des entreprises d'économie sociale. Et encore une fois, un peu comme Jacinthe, finalement, le programme Sismic, il est offert partout au Québec, dans toutes les régions. On est vraiment spécialisé en accompagnement au pré-démarrage, donc les volets d'idéation, de prototypage, les premières études de marché, la réflexion sur la gouvernance, etc., jusqu'au moment où, avec les entrepreneurs, on en vient à la conclusion que le pré-démarrage est terminé, les entrepreneurs collectifs sont prêts à passer à l'étape suivante, qui est le démarrage. Et puis là, je peux référer à d'autres partenaires de l'écosystème, comme par exemple Dave, là, qui travaille pour la CEDEC de Québec. Merci Stéphane. Donc, encore intéressant, c'est de voir que c'est des services, encore une fois, qui s'offrent partout dans la province. Donc, ultimement, n'importe où, dans n'importe quelle ville, on peut aller consulter quelqu'un qui peut nous aider dans ce volet-là, dans notre projet. Donc, c'est le fun à savoir. Dave, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais et te présenter rapidement? Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci encore une fois de l'invitation. Donc, je me présente. Moi, c'est Dave François, donc conseiller aux entreprises à la CEDEC de Québec. La CEDEC de Québec, l'acronyme, c'est pour Coopération de développement économique communautaire. Donc, on est un organisme qui faisons plus spécifiquement de l'accompagnement auprès d'entreprises d'économie sociale. Donc, quand on parle
d'accompagnement auprès des entreprises d'économie sociale, bon, ça peut sonner quand même assez vague, mais on est vraiment là pour accompagner les promoteurs au niveau des différents besoins qu'ils peuvent avoir. Donc, évidemment, ça peut varier. Des fois, c'est des gens qui viennent nous voir, par exemple, avec des interrogations sur la vie associative de leur organisation au niveau de la gouvernance. Donc, on donne un appui à ce niveau-là. Ça peut être, par exemple, je dois constituer un conseil d'administration, je ne m'y connais pas nécessairement, j'ai besoin d'informations ou d'appui pour organiser ma première assemblée de fondation, rédiger mes règlements généraux. J'en ai entendu parler, je ne sais pas ce que ça implique. À ce moment-là, nous, on est là en appui pour accompagner les promoteurs. Ça peut être, par exemple, au niveau de la recherche de financement. Donc, j'ai un projet, je me rends compte que mon projet, pour le financer, j'aurais besoin de 50 000 quels sont les programmes qui existent, les subventions qui existent, qui me permettraient de financer mon projet. Donc, nous, on va faire la recherche de financement, diriger les promoteurs vers les programmes existants. Ça peut être au niveau de la rédaction du plan d'affaires, par exemple. Il faut que je rédige un plan d'affaires pour mes bailleurs de fonds. Donc, nous, on est là en appui à ce niveau-là. Donc, on est vraiment là en fonction des besoins des promoteurs, que ce soit pour le démarrage des organisations et les étapes subséquentes. Donc, une entreprise qui serait dans une étape de croissance, de redressement, d'expansion, on sera là pour l'ensemble des étapes. Peut-être pour précision, la distinction des autres, on n'est pas vraiment chapeauté par une organisation qui serait au niveau provincial. Il y a quelques CEDEC qui existent à travers la province, donc une à Sherbrooke, deux à Montréal, mais qui sont somme toute assez indépendantes l'une de l'autre. Donc, la gamme de services offerts, elle peut varier d'une CEDEC à l'autre. Excellent. Merci beaucoup. Déjà, il y a une chose que j'aimerais qu'on réussisse à démystifier en premier. J'en ai entendu parler d'économie sociale, on parle d'entrepreneuriat collectif. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à démystifier ces mots-là, juste pour s'assurer qu'on utilise le bon langage tout au long de la présentation? Je ne sais pas si Dave ou Stéphane, Jacinthe, je ne sais pas si vous voulez rapidement juste expliquer un peu les grandes lignes pour pas qu'on se mélange finalement et qu'on ne dise pas les mauvaises choses, la mauvaise expression. Stéphane? Oui, bien en fait, c'est une super bonne question, Carl-André. C'est une question qu'on se fait poser régulièrement. Et effectivement, de plus en plus, puis ça, c'est très encourageant, honnêtement. Là. Moi, ce que je remarque sur le terrain, dans l'accompagnement, tous les entrepreneurs, tout type d'entrepreneurs, peu importe la forme juridique ou le modèle d'affaires que les entrepreneurs vont utiliser, vont avoir, il y a de plus en plus la conscience sociale, de vouloir avoir un impact social intéressant pour la communauté. Mais c'est important de distinguer la différence entre un entrepreneur qui veut avoir un impact social positif, ce qu'on peut reconnaître comme étant de l'entrepreneuriat social finalement, et une entreprise d'économie sociale qui va se distinguer par la gouvernance démocratique. Et puis, c'est des formes juridiques qui sont différentes. En économie sociale, on parle de la coopérative, de l'OBNL à volet marchand et la mutuelle, quand il est plus question des assurances. Mais alors que l'entrepreneuriat social, l'entrepreneur, lui, peut fonder une société par action ou être travailleur autonome dans le cadre d'une entreprise individuelle et développer des services qui vont profiter à la collectivité. Mais donc, il y a une première distinction à faire au niveau de la gouvernance démocratique. Et peut-être que Dave et Jacinthe là, peuvent ajouter autre chose parce que c'est une question importante, effectivement. Quand tu parles de gouvernance démocratique, essentiellement, c'est qu'on est un groupe de personnes qui décident un peu comme une élection à vote égal pour le résultat. Donc, ce n'est pas un individu, l'entrepreneur, le chef, le PDG qui prend la décision et qui l'impose à tout le monde. C'est un peu ça que je comprends? Exactement. Donc, la dimension démocratique, elle est fondamentale. En fait, elle est incontournable dans une entreprise d'économie sociale. Ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une entreprise privée, effectivement. Excellent. Dave, Jacinthe, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui. Oui, c'est intéressant. Il y a Stéphane qui mentionnait l'entrepreneur social versus une entreprise collective ou une entreprise d'économie sociale. Puis c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a plein de cas où je peux avoir une entreprise sous différentes formes juridiques, une entreprise incorporée, à l'intérieur de laquelle j'ai un entrepreneur qui est vraiment habité de valeurs sociales, de valeurs altruistes, qui se dit, tu sais, moi, mon entreprise, je veux qu'elle redonne à la société, je veux avoir un impact environnemental positif, etc. Donc, des fois, la nuance par rapport à une entreprise d'économie sociale, elle peut être un peu difficile à faire. Peut-être la façon dont on pourrait le voir, c'est que lorsque j'ai un entrepreneur qui habite avec ces valeurs-là, les valeurs, ça reste
des valeurs qui sont propres aux promoteurs, qui vont être, disons, individuelles. C'est-à-dire que tant que j'ai mon promoteur qui est à la tête de l'entreprise, ben, l'entreprise va être la manifestation de ces valeurs que lui il porte. Donc, l'entreprise va tenter d'avoir un impact positif, réduire son empreinte environnementale, par exemple. Par contre, ben, si jamais le promoteur décide de vendre son organisation, puis qu'elle est rachetée par quelqu'un d'autre qui ne partage pas nécessairement ces valeurs-là, ben, on voit qu'il y a toujours le risque que l'entreprise perde ces valeurs-là parce qu'elles étaient propres non pas à l'entreprise, mais à l'individu puis à l'entrepreneur. Alors que dans le cas d'une entreprise d'économie sociale, on a vraiment une structure qui est collective. Dans le cas des OBNL, des coopératives, on va avoir un conseil d'administration. Donc, les valeurs sociales ne sont pas le propre de l'individu, mais sont vraiment le propre de l'organisation. Et donc, indépendamment du dirigeant, du directeur, c'est vraiment la structure collective qui aura pour mission d'assurer la perpétuation de ces valeurs-là. Ce que je retiens, c'est que c'est vraiment un groupe et non pas un individu qui prend la prise de position sur qu'est-ce que l'entreprise fait et pourquoi elle le fait finalement. Exactement. C'est intéressant. Jacinthe, par où on commence pour parler de ça aux jeunes? Comment, tu sais, là, on comprend, on est des adultes intelligents, puis on se perd un peu dans ces mots-là. Comment est-ce qu'on explique ça à des jeunes qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là, finalement? Oui, on prend ça, on vulgarise davantage, on y va simplement. Nous, on offre justement l'accompagnement, puis cette expérience aux jeunes dès le primaire. J'ai accompagné des jeunes deuxième année du primaire. Ouais. Puis, donc, même si des fois des mots qu'on pouvait utiliser comme le marketing ou les finances, ben, on leur explique, puis après ça, ils sont tout fiers là, de connaître des mots de grands. Mais donc, avec les plus jeunes, c'est ça, on va simplifier la formule, mais tout en ayant, comme Dave le disait, quand même une structure. C'est structuré, il y a des rôles définis, on partage les responsabilités, on crée des moments de rencontre pour prendre des décisions. Donc, ce n'est pas obligé de s'appeler le conseil d'administration et d'avoir toutes nos règles en rencontre, mais simplement que les jeunes prennent cette place-là et soient responsables de rôles bien précis et surtout qu'ils travaillent en coopération. Donc, c'est les valeurs qu'on apporte avec un encadrement, une pédagogie qui est dite coopérative. Ah, c'est le fun. Puis, est-ce que tu vois un style d'entrepreneuriat qui est différent justement chez les jeunes quand tu leur parles de ça? Est-ce qu'ils voient l'entrepreneuriat comme parce que souvent on associe un peu lancer une entreprise à faire de l'argent. Comment les jeunes voient ça en général? Bien, les jeunes, de plus en plus, ça fait quand même 10 ans là, que je fais ça. Puis le programme Jeune Coop existe depuis 2004. Là, donc, on voit une évolution. On voit que les jeunes sont de plus en plus intéressés par cette formule-là de l'entrepreneuriat collectif, de par, entre autres, les valeurs que cette forme d'entrepreneuriat leur permette de vivre. Donc, c'est inscrit dans l'ADN. Hein? Donc, non seulement ils ont ces valeurs-là en tant qu'individus, mais l'entreprise va fonctionner pour faire vivre ces valeurs-là. Donc, on a la démocratie, il va y avoir le conseil d'administration qui va leur permettre que chacun a un pouvoir égalitaire au sein de l'entreprise. Donc, ça, c'est très apprécié par les jeunes là, de pouvoir faire cette différence-là puis d'avoir le côté humain. Donc, non seulement, oui, ça reste une entreprise comme les autres, on peut faire de l'argent, on peut faire des salaires, mais il y a le côté des valeurs humaines là, qui sont portées par l'entreprise qui intéresse beaucoup les jeunes. C'est intéressant. Puis quand tu dis faire de l'argent, tu vois, Stéphane, c'est ça m'amène à dire justement, est-ce qu'on a le droit de faire de l'argent avec une entreprise d'économie sociale, Stéphane? Oui, tout à fait. Mais juste avant, Claire-André, moi, il y a une chose que je trouve intéressante par rapport à l'entrepreneuriat dans les écoles scolaires, c'est que c'est tellement naturel. C'est tellement naturel pour les jeunes d'entreprendre de manière collective, en coopérative, finalement. C'est toujours intéressant de constater, moi, dans une ancienne vie, je travaillais beaucoup avec les jeunes et lorsqu'il est question de démarrer des projets, eh bien, la formule naturelle, c'est la coopérative. Et donc, en tout cas, Jacinthe pourra le confirmer, mais on n'est pas en train de convaincre les jeunes, on est simplement en train de leur offrir un cadre parce que naturellement, ils vont se tourner vers ces formes d'entrepreneuriat. Sinon, donner les outils, oui, c'est ça. Exact. Sinon, ta question, c'était par rapport à l'argent. En fait, il faut comprendre,
quand on parle d'entreprise d'économie sociale, et je mentionnais tout à l'heure la gouvernance démocratique qui est vraiment fondamentale, mais une autre dimension importante, c'est la viabilité économique. Et donc, l'entreprise d'économie sociale va se distinguer de l'organisme communautaire qui va davantage être un espèce de partenaire du gouvernement pour offrir des services à des populations démunies. C'est des organismes qui vont dépendre entièrement de financement public, de programmes gouvernementaux, etc., parce que ce sont des partenaires pour offrir des services à des gens dans le besoin. Alors que l'entreprise d'économie sociale doit avoir, dans le cas d'une OBNL, un volet marchand. Ça veut dire qu'elle doit générer des revenus. Ce n'est pas possible, c'est incontournable. Nécessaire. Donc, il faut absolument, dans une entreprise d'économie sociale, pouvoir générer des revenus qui vont soutenir nos activités. Et donc, moi, quand j'accompagne au prédémarrage, finalement, on fait exactement le même processus que dans n'importe quel type d'entreprise. Qui vont être la clientèle cible, quels seront les services ou les produits qui pourront être vendus, etc. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est tout à fait possible. Excellent. Mais dans ce cas-là, comment on fait pour distinguer si, quand je fais le démarrage de mon projet, on est un groupe, on a une idée, comment on se fait pour distinguer, savoir est-ce qu'on fait une incorporation, une société en nom collectif, ou est-ce qu'on se tourne vers une forme qui est plutôt tournée vers justement l'entrepreneuriat collectif? Comment est-ce qu'on fait pour savoir exactement qu'est-ce qui est le mieux pour notre projet? Ben oui, c'est une excellente question, Carl-André. En fait, ça fait partie de mon rôle dans l'accompagnement, puis c'est du cas par cas, mais il faut toujours revenir aux objectifs de départ des entrepreneurs et de leurs valeurs. On parlait tout à l'heure là, de l'entrepreneuriat social versus l'économie sociale, mais ce que Dave mentionnait, c'est tellement important parce que dépendamment des objectifs des entrepreneurs, si l'objectif, c'est de servir une cause, une mission, eh bien, l'économie sociale ça devient la voie naturelle parce que la mission sociale va être inscrite dans l'ADN de l'organisation. Autrement dit, moi, je vais travailler pour une organisation d'économie sociale, donc je vais être au service d'une mission, d'une cause, etc. Et lorsque je vais quitter, ben, Jacinthe, si elle me remplace, elle va continuer de servir la même cause. Alors que si les objectifs, c'est davantage de, par exemple, avoir un impact durable, un impact social intéressant, mais que finalement, l'objectif, c'est quand même un peu plus d'avoir un levier financier pour m'acheter une maison éventuellement ou pour atteindre la liberté financière. C'est correct, ça arrive que j'ai des entrepreneurs qui souhaitent atteindre cet objectif-là. Eh bien, l'entreprise d'économie sociale ne peut pas répondre à ces attentes-là parce qu'on ne peut pas revendre une entreprise d'économie sociale en espérant faire du profit. Et donc, la première étape, c'est de regarder quels sont les objectifs des entrepreneurs. Et puis, généralement, avec un petit exercice d'introspection, là, on en vient assez rapidement à déterminer quelle sera la bonne forme juridique. Pour faire du pouce là-dessus, Dave, j'ai une des questions que j'ai souvent entendues, plutôt des inquiétudes que j'ai souvent entendues, c'est les entrepreneurs qui ont peur de perdre le contrôle de leur projet en allant vers une formule collective. Qui ont peur de dire, ben, c'est mon bébé, je l'ai construit, on l'a réfléchi depuis le début, puis à un certain moment, ben, ça dépend pas de moi, c'est comme c'est d'autres gens qui vont s'en occuper, puis ça se pourrait qu'on me mette à la porte de ma propre entreprise, essentiellement. C'est-tu des choses qui arrivent? C'est-tu une crainte fondée, Dave? En fait, je trouve ça super intéressant comme question parce que c'est effectivement des choses que nous, on entend de notre côté. Donc, des fois, des promoteurs qui viennent nous voir et, par exemple, qui avaient une entreprise incorporée, individuelle, qui envisagent pour des raisons X de changer de forme juridique et qui ont exactement cette crainte-là. Je dirais que dans certains cas, quand tu posais la question de savoir qu'est-ce qui me permet de savoir ou de déterminer quelle serait la forme appropriée, souvent qu'on a un discours de ce type-là, quand on voit des gens qui disent, ben, moi, par exemple, je veux être celui qui décide dans l'organisation. C'est moi qui veux avoir le pouvoir. J'ai peut-être pas nécessairement envie de le partager parce que c'est mon bébé, puis j'aimerais ça que mon entreprise la céder à mon enfant plus tard. Quand on entend ce genre de discours, souvent on dit ben, peut-être que une forme entrepreneuriale, par exemple, incorporée, peut-être que ce serait la plus appropriée. Par contre, souvent, c'est une crainte qui est plus ou moins fondée. Pourquoi? Parce que
faut bien comprendre le rôle, par exemple, du conseil d'administration et le processus dans lequel on fonde le conseil d'administration. Donc, règle générale, c'est les promoteurs qui sont dans une démarche de dire, ben, on a une idée, on a établi un besoin, on a une idée pour y répondre, on veut fonder une entreprise, on va aller regarder dans notre réseau, dans le milieu, voir s'il y a des gens qui seraient intéressés de peut-être nous donner un appui en tant qu'administrateur. Donc, souvent, évidemment, on va aller chercher des gens avec qui on va s'assurer que ces personnes-là ben, partagent notre vision du projet, partagent les valeurs du projet. On va prendre le temps de dire, OK, ben, je vois que toi, tu as peut-être telle compétence en comptabilité qui serait vraiment utile dans notre projet. On aimerait ça que tu sois administrateur. Ben, on va prendre le temps de s'assurer de bien présenter le projet, de bien présenter les étapes préalables qui ont été faites pour s'assurer justement qu'il y ait une concordance entre les administrateurs qu'on recrute, puis les valeurs du projet. Donc, règle générale, c'est rare qu'il y ait ce genre de hiatus, puis d'opposition entre les administrateurs que nous, on va recruter et les valeurs et l'objectif et la mission du projet. Également, il faut juste garder en tête de ben, c'est quoi le rôle d'un conseil d'administration. Ben, le rôle du conseil d'administration, c'est principalement de garder puis de défendre la mission de l'organisation et le bien-être, si on veut, ou les intérêts de l'organisation qu'on met sur pied. Donc, c'est sûr que, dans le fond, le conseil d'administration n'est pas là pour faire dans les conflits personnels, etc. Les décisions qui sont prises, c'est vraiment, on a un collectif, on va avoir 5 administrateurs, 7 administrateurs, 9 administrateurs qui vont être là pour prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l'organisation. Donc, je dirais que cette opposition entre je me fais mettre dehors de mon organisation par des administrateurs que moi, je suis allé chercher, c'est quelque chose que quand les étapes sont bien faites, on s'est assuré de bien intégrer, de bien transmettre, de s'assurer de l'adhésion des administrateurs au projet. C'est quelque chose qu'on voit pratiquement jamais. Donc, si je comprends bien, ça arrive parce que soit les administrateurs ont été mal sélectionnés dans le sens où ils ne vont pas nécessairement dans la direction de l'organisme ou que le promoteur principal, finalement, fait une faute grave ou nuit au projet. Et là, les administrateurs disent, ben, tu nuis au projet, donc on devrait te remplacer. Mais ultimement, ce que tu me dis, c'est que ça arrive très peu, ça arrive très peu souvent, ces situations-là. Surtout si les personnes, les promoteurs sont accompagnés par des organisations, parce que l'utilité, ça va être exactement ça. Ça va être d'expliquer ben, quelle est la bonne façon de procéder. Donc, effectivement, je prends des gens parce que je les aime bien, puis j'ai jamais pris le temps de leur expliquer en profondeur le projet, de leur expliquer les étapes qui ont été faites, de leur expliquer les valeurs, de leur expliquer, ben voilà la mission de l'organisation. À ce moment-là, ben, on peut se réveiller un jour et se rendre compte que ben, la personne que je suis allé chercher, ben, elle a une compréhension totalement différente du projet que celle des promoteurs. Mais encore une fois, dans la mesure où les choses sont bien faites, normalement, ce n'est pas une problématique qu'on devrait voir arriver. Excellent, merci. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bien, en fait, on parle beaucoup de l'angle OBNL avec le conseil d'administration qui sont les administrateurs sont généralement des bénévoles là, qui vont exactement comme Dave le mentionnait, mais il ne faut pas non plus perdre de vue la coopérative dans laquelle, par exemple, une coop de travailleurs, ce sont les travailleurs, les employés qui vont former le conseil d'administration. Donc, la relation entre le conseil d'administration et les membres n'est pas tout à fait la même dans une coopérative et dans une OBNL. Peut-être juste le garder en tête. Ben, tu peux-tu justement peut-être nous expliquer un peu les grandes formes de coopératives? Parce que je sais qu'il existe des coopératives d'habitation, il y a la coopérative IGA d'alimentation, comment il y a le Mountain Co-op Equipment, c'est toute la même formule? Comment c'est quoi la différence, disons? Oui, en fait, on rentre peut-être plus dans une dimension technique, mais la forme de la coopérative va se caractériser par le lien d'usage qu'elle entretient avec ses membres. Autrement dit, si les membres sont des consommateurs, comme dans le cas, par exemple, d'une caisse populaire, eh bien, c'est une coop de consommateurs. Si les membres sont des membres producteurs, donc ils vont utiliser la coopérative pour mieux produire, pour mieux vendre leurs services, comme pensons à Taxi Coop, par exemple, eh bien là, on est dans une coop de producteurs. Ensuite, il y a producteurs agricoles, probablement. Oui, exactement. Il y a aussi la coop de solidarité. Donc, ça, c'est une coop dans laquelle il est possible de soutenir la mission. C'est toujours intéressant parce que je discutais avec des gens à un moment donné d'une coop que
la plupart des gens de Québec connaissent, là, la Barberie, une microbrasserie coop de travailleurs. Puis, il y a une ancienne employée qui me racontait qu'il y avait souvent des gens qui voulaient encourager la microbrasserie, la Barberie, en disant « Est-ce que je peux devenir membre de votre coop de travailleurs? » Eh bien, malheureusement, la réponse était non. Parce que pour devenir membre d'une coop de travailleurs, il faut avoir un lien d'emploi. Donc, il faut travailler pour la coop. Ce qui n'est pas le cas dans une coop de solidarité. Dans une coop de solidarité, il y a différents types de membres, dont des membres solidaires, qui vont permettre à des gens qui n'ont pas nécessairement de lien d'usage, qui n'utilisent pas la coopérative du tout, mais qui vont pouvoir l'encourager en disant « Je supporte votre mission », comme pensons à SAPSA, la coopérative SAPSA, là, que je pense que la CEDEC accompagne d'ailleurs, qui est une coop de solidarité. Et donc, on peut les encourager en devenant membre. Tu me diras si je me trompe, Dave. Mais, et donc, il y a une autre forme de coopérative qui est la coop de travailleurs, je l'ai mentionné, la coop de solidarité, la coop de consommateurs, la coop de producteurs et une cinquième, peut-être la coop de travailleurs actionnaires qui est généralement plus une coopérative dans un contexte de reprenariat. Pensons par exemple à une entreprise avec des propriétaires qui décident de vendre parce que pour différentes raisons, là, les employés pourraient s'inquiéter de voir que les propriétaires de l'entreprise doivent vendre et puis malheureusement, ils ne parviennent pas à trouver d'acheteurs, par exemple. Eh bien là, les employés, pour maintenir leur emploi, pourraient s'organiser en coop de travailleurs et récupérer des blocs d'actions afin de, éventuellement, en faire une coop de travailleurs là, en bonne et due forme. Donc, la coop de travailleurs actionnaires, on la pense vraiment dans une perspective de reprenariat. Généralement, ce n'est pas obligatoire, mais c'est la façon optimale de l'utiliser, si on veut. Je la trouve super intéressante, cette dernière forme de coopérative-là. Je pense que, si je ne me trompe pas, l'entreprise qui fabrique les effigies du carnaval, si je ne me trompe pas, il me semble qu'ils sont sous cette forme juridique-là. Donc, ils ont repris finalement l'entreprise pour pouvoir continuer à opérer. Donc, c'est quand même super intéressant. Ça nous amène quand même dans différentes directions. Jacinthe, toi, j'imagine que tu n'abordes pas tous ces termes techniques-là avec les jeunes. Avec certains, ça pourrait, parce qu'on a entre autres le cours de sensibilisation en entrepreneuriat maintenant au secondaire. Puis, donc, eux, ils vont un peu plus en profondeur sur quels sont les types d'entreprises et les différentes sortes de coopératives également. Puis, mais en règle générale, avec Jeune Coop, les projets jeunesse, on y va avec des coopératives de travailleurs, puisque les jeunes se regroupent et leur objectif, leur but de se regrouper en coopérative, c'est de s'impliquer dans un projet. C'est donc, en l'occurrence, d'être les travailleurs au sein du projet. On pourrait retrouver, par exemple, de toutes les sortes, mais pour en nommer, ils se regroupent l'espace d'un été pour offrir des menus travaux dans la communauté, que ce soit la tonte de pelouse ou la peinture. Donc, ils veulent s'occuper pendant l'été, avoir un emploi et répondre aux besoins du milieu pendant la période estivale. Donc, c'est souvent des coopératives de travailleurs, mais on voit aussi des coopératives de solidarité, comme des cafés étudiants. Ça se prêterait super bien parce qu'on a des membres qui sont travailleurs, donc les jeunes qui s'impliquent au sein de l'organisation, la prise de décision. On a les membres consommateurs qui viennent chercher leur café, puis des fois des membres de soutien. Donc, il peut y avoir différents types de membres à ce niveau-là. Puis, on va les accompagner, bien sûr, mais l'idée, là, c'est vraiment pour nous là, qui vivent une expérience. Donc, au-delà des grands termes techniques, là, nous, on va principalement là, vers l'expérience et le développement des compétences entrepreneuriales. Puis là, de ce que tu dis, c'est que finalement, eux autres, ils ressortent de là avec un salaire. Donc, vraiment, ils forment une coopérative, puis ils ont un salaire pour effectuer différentes tâches. Donc, c'est vraiment de créer leur propre emploi d'une certaine façon pour l'été. Oui, ce que je parlais là, pour l'été, c'est les coops d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. Donc, ça, c'est un autre programme pour lequel on accompagne au niveau provincial. Donc, il y en a à travers toute la province, là, au-dessus d'une centaine sous ce modèle-là.
Ils ont effectivement un salaire pendant l'été, ils ont un retour des profits, là, on appelle la ristourne à la fin de l'été aussi pour leur engagement au sein des différents comités, au sein du conseil d'administration. Donc, le temps volontaire qu'ils font, ça leur permet là, d'avoir cette reconnaissance-là avec la ristourne. Donc, c'est des exemples là, où ils vont avoir un retour sur les profits. D'autres, au sein d'écoles, ça va peut-être être plus communautaire. Donc, nous, avec les jeunes, il n'y a pas toujours cette notion-là marchande. Là. Ça pourrait être des projets là, vraiment offerts à la communauté, comme de tricoter des couvertes et ensuite des offrir à des enfants malades dans les hôpitaux. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un retour d'argent là, suite à la vente d'un bien ou d'un service. C'est un peu l'avantage de le faire en cadre scolaire, c'est ça, c'est qu'ils peuvent expérimenter puis sans les contraintes de rentabilité financière qu'il y a normalement à ce niveau-là. Mais c'est intéressant, puis les jeunes, comment justement ils voient la relation, puis je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose que souvent on entend, mais la relation entre l'argent et une forme de coopérative comme ça, c'est juste ils se sentent bien avec ça, puis après ça, ils arrivent, quand ils grandissent, qui veulent démarrer des projets, est-ce que ça reste un peu dans leur bagage? Donc, parce que j'imagine qu'ils ont moins d'idées préconçues dans ce sens-là, l'ayant fait plus jeune? Oui, effectivement, puis c'est l'objectif. Donc, nous, on veut éveiller l'esprit à entreprendre, donc pas de créer des futurs entrepreneurs. Donc, on est là pour leur faire vivre puis leur permettre d'expérimenter puis de découvrir leurs compétences. Donc là, ils vont pouvoir l'intégrer, vivre des réussites, puis par la suite, on envoie là, effectivement des jeunes qui vont garder ce bagage-là, puis ils vont vouloir reproduire ces expériences-là dans des cadres similaires. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner, puis ça fait quelques années que je suis dans le milieu, un jeune qui a démarré une jeune coop avec son groupe à l'école au primaire. Ensuite, il était dans un cours au secondaire, puis il était aussi impliqué. Il est devenu président de sa jeune coop. Puis par la suite, il était un ambassadeur aussi. Il a fait quelques conférences pour parler du modèle coopératif. Donc, on voit là, que son implication a suivi là, à travers différents projets coop. C'est le fun, c'est un chemin c'est un chemin sur le long terme. Et dans ce sens-là, Dave, est-ce que tu vois justement une espèce de pérennité à travers les entreprises d'économie collective qui est différente ou qui est plus grande que les entreprises traditionnelles d'économie libérale? Ouais, peut-être juste pour faire rebondir un peu sur ce que Jacinthe disait dans le milieu scolaire, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, en milieu scolaire, qu'on pense entreprise, on pense vraiment structure, je fonde une organisation, je fonde une entreprise, alors que bien souvent, ce que je trouve, c'est que les jeunes entreprennent des fois sans s'en rendre compte, dans la mesure où, quand je suis dans mon école, puis que je me rends compte qu'il y a un besoin, une problématique, que je suis insatisfait de telle chose, je me dis, hey, il me semble que ce serait mieux si on avait telle chose dans l'école, et que je suis dans cette démarche-là où je me dis comment est-ce que je peux répondre à ce besoin, comment est-ce que je peux répondre à cette problématique-là, veux pas, je suis dans une démarche entrepreneuriale, même si je n'ai pas cette structure-là d'entreprise. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses, de projets que les jeunes peuvent faire qui sont dans des démarches entrepreneuriales, vont devoir réfléchir sur les clients qu'ils veulent rejoindre, etc. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Par rapport à dire, du coup, que j'ai mon organisation, mon entreprise, c'est quoi l'impact que ça peut avoir, est-ce que la forme collective sur sa pérennité? Dans un premier temps, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent qu'on pense entrepreneur, on pense des individus. Puis on pense des individus qui ont des caractéristiques pratiquement surhumaines. On va penser à Steve Jobs, on va penser à Bill Gates, puis on se dit, mon Dieu, je suis tellement loin de lui. Comment est-ce que je suis digne de partir un projet ou une entreprise? Et ça nous fait oublier la dimension essentiellement collective d'un projet. Alors que dans la réalité, je me pars un projet, il faut premièrement que j'aille voir, c'est quoi le besoin du milieu. Donc déjà là, il y a une dimension collective qui va être présente. Ça se peut très bien que je n'ai pas l'ensemble des compétences qui sont nécessaires à l'aboutissement du projet. Donc, j'allais m'entourer de personnes. Il y a peut-être des expertises que je n'ai pas, puis c'est normal que je n'ai pas l'ensemble des expertises. J'allais m'entourer. Donc, la dimension collective, elle est présente à l'ensemble des étapes du projet et souvent,
c'est une des forces puis une des choses qui permettent d'assurer, à mon avis, une plus grande viabilité et pérennité, ce qu'on observe effectivement dans les statistiques. Donc, pourquoi? Ben parce que quand il y a une difficulté qui émane, quand il y a l'organisation elle va moins bien, ben souvent, je ne suis pas seul. Je peux retourner, par exemple, dans le milieu pour aller chercher des appuis. Je donne un exemple. Là, il y a Stéphane qui mentionnait la coopérative SAPSA qui avait eu une problématique là, il y a de cela, je pense, 2 ans environ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, étant donné que SAPSA, donc ils offrent des services médicaux à des populations là, un peu défavorisées en basse ville de Québec, ben, ça va pas bien, on a des difficultés financières, ben, ils sont allés voir le milieu en disant, ben, nous, le service qu'on offre, on l'offre parce que c'est une problématique du milieu, parce que les gens en ont besoin, on a besoin de votre appui, puis ils ont été en mesure d'aller chercher, je pense que c'était un 200 000 à 300 000 de financement de la collectivité qui sont dit, ben, hey, nous, c'est notre organisation, c'est notre coopérative, on veut que vous demeuriez présents, on veut que vous demeuriez en activité. Donc, cette dimension collective, pour moi, c'est un des facteurs qui explique la plus grande pérennité des organisations, le fait de pouvoir reposer sur l'appui de la collectivité, de la communauté, et également avoir à sa disposition une foule de personnes, une foule d'expertise dont on peut disposer lorsque le besoin se fait sentir. L'aspect social vient jouer en la faveur de l'organisme pour justement aller chercher l'appui de la population et de sa clientèle essentiellement. Exactement, c'est qu'on ne répond pas à un besoin de guillemets superflu. Donc, c'est souvent les entreprises d'économie sociale, c'est vraiment des besoins qui sont réels, qui émanent de la communauté et qui font en sorte que ben, la communauté, souvent, elle va vouloir soutenir ces organisations-là parce qu'elle est consciente que l'organisation répond à un besoin qui la concerne. Excellent. Je reviendrai sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Dave. Tantôt, tu parlais du conseil d'administration, puis tu as dit on peut avoir 5, 7 ou 9 personnes qui siègent sur le conseil d'administration. Et moi, ce que je trouve intéressant de ça, c'est que c'est tous des nombres impairs. Peux-tu m'expliquer? Ben, ça se pourrait que dans une organisation, c'est pas nécessairement une règle juridique d'une loi qui dit il faut absolument avoir un nombre impair, mais évidemment qu'on parle, ce qui a été mentionné plusieurs fois, de l'aspect démocratique. Donc, j'ai une organisation, j'ai un conseil d'administration qui est là pour prendre les grandes décisions sur plus les orientations stratégiques, là, plus globales. Donc, le conseil d'administration ne sera pas là pour faire de la gestion au day-to-day. Combien est-ce que de viennoiseries mon café doit acheter? Donc, ça ne relève pas de ses compétences. Mais pour les grandes orientations, est-ce qu'on devrait ouvrir un deuxième local dans un autre quartier? Ben, ça va relever de sa responsabilité. Donc, c'est sûr qu'on préfère avoir un nombre impair pour que ben, lorsque vient le temps de voter, ben, qu'on puisse s'assurer d'avoir pas nécessairement un consensus, mais une décision qui se dégage, alors que bon, si on avait 4 personnes, on se retrouve à 2 votes contre 2. Là, il faudrait prévoir des mécanismes pour des situations comme ça. Donc, c'est plus une question de faciliter le processus décisionnel. Ça, c'est subtil, mais c'est quand même important, effectivement. Jacinthe? Oui, je vais ajouter pour le volet jeunesse, donc dans les écoles ou jeunesse en milieu communautaire, nous, on y va avec un minimum de 3 jeunes, donc on veut faire vivre l'esprit collectif, donc une petite équipe à 3 personnes. Puis par la suite, là, on a pu voir là, des gros groupes, mais même un groupe classe d'une trentaine de jeunes, ils peuvent vivre le conseil d'administration aussi là, avec toutes les règles qui leur permettent là, de bien suivre les discussions. Donc, on les accompagne à ces étapes-là. Puis c'est une belle expérience là, qui leur permet de vivre vraiment la prise de décision en groupe, là, d'être solidaire pour les décisions qui sont prises, de rechercher les consensus et de communiquer ses idées. Donc, c'est toutes des compétences vraiment très utiles qu'ils développent, qui vont pouvoir reprendre aussi dans d'autres sphères de leur vie également. Et on a ces étapes-là également pour Jeune Coop. Effectivement, c'est comme tu dis, il y a une question d'entraide dans ça, puis les gens vont chercher une solution pour avancer ensemble. Donc, il n'y a pas une personne dans la classe qui va avoir plus raison que les autres. C'est essentiellement, il faut avoir une forme de consensus ou une majorité pour prendre des décisions. C'est intéressant. Et peut-être ce que je rajouterais, ce que je trouve intéressant du conseil d'administration, et nous, ce qu'on encourage les promoteurs à faire, c'est penser en termes de diversité sous différents angles. Je donne un exemple, j'ai un projet X, ben, il y a peut-être une foule de parties prenantes
qui gravitent autour de mon projet, plein d'organisations, de groupes de personnes qui peuvent être soit concernées, interpellées, affectées par mon projet. Donc, quand sur mon conseil d'administration, j'ai cette diversité-là qui est représentée, j'ai un projet qui concerne les artistes, ben, je vais avoir un artiste, peut-être un consommateur du produit, etc., etc. Ben, ça fait en sorte que quand vient le temps de prendre des décisions, ben, c'est comme si je vais avoir un peu l'ensemble des voix des différents partenaires, parties prenantes qui gravitent autour de mon projet. Puis souvent, ça fait en sorte que je pense que les décisions qui vont être prises vont être plus en contact avec la réalité du terrain des organisations. Donc, cette dimension de diversité, non seulement en termes d'expertise, mais également en termes de représentativité des parties prenantes qui peuvent affecter mon projet, je pense que c'est une grosse plus-value des entreprises d'économie sociale. Effectivement, pour avoir un avis plus juste et des décisions qui prennent en considération différents aspects, effectivement, c'est intéressant. Stéphane, peux-tu juste nous éclairer un petit peu là, sur le début, là, quand on commence une entreprise, une entreprise collective, puis quand on doit s'entendre sur quelles vont être les règles du jeu. On parle de documents constitutifs. Je sais qu'on va entendre parler de lettres patentes, que des gens ne croient pas quand je dis oui, les lettres patentes, c'est vraiment un mot qui existe. Donc, on parle de l'Assemblée générale, le conseil d'administration. Des fois, c'est comme ça a l'air too much. Comment on démêle tout ça? Par quoi on commence? Comment est-ce qu'on bâtit un peu la structure de travail de notre équipe, de notre groupe, finalement? Oui. Encore une fois, une bonne question, Carl-André. La première chose à bien comprendre, cependant, c'est que souvent, les gens veulent passer à l'étape de la Constitution alors qu'ils ont à peine réfléchi à leur modèle d'affaires. Donc, la plupart du temps, même, moi, je reviendrai un petit peu en amont pour bien réfléchir à son modèle d'affaires parce que s'il y a une chose que l'ensemble de l'écosystème veut éviter, c'est qu'on se retrouve avec des coquilles vides, des OBNL ou des coopératives ou même des sociétés par action qui sont inscrites au registre des entreprises, mais qui ne font absolument rien parce que après avoir rédigé un plan d'affaires, on s'en va sur le terrain, on réalise qu'on était complètement dans le champ avec notre idée. Fait que là, on se retrouve avec un OBNL constitué au registre des entreprises, mais qui ne fera jamais rien. Donc, la première étape, c'est vraiment de bien réfléchir à son modèle d'affaires dans ce qu'on appelle le pré-démarrage, finalement. Puis, ensuite, honnêtement, là, c'est très simple, ce n'est pas compliqué, mais ça exige beaucoup de réflexion parce que lorsque vient le temps de constituer l'organisation, on va aussi éventuellement adopter les règlements généraux. C'est pour ça que pour la rédaction des règlements généraux, moi, je vais systématiquement suggérer, recommander et fortement recommander aux entrepreneurs de faire affaire avec des organisations comme la CEDEC, comme la CDRQ, comme Réseau Coop, des organismes qui ont vraiment une belle expertise en vie associative parce que souvent, les règlements généraux sont rédigés un peu sur le coin d'une table parce qu'on a tellement hâte de vendre nos produits. Bien, ça fait en sorte que dès qu'il y a un administrateur qui décide de partir en voyage, il y a un employé bref, il y a des différents angles morts de la vie associative qui vont déstabiliser l'organisation. Donc ça, c'est une première chose, mais sinon, les règles, le processus est relativement simple. Tu parlais de lettres patentes. Lorsqu'on complète son formulaire au registre des entreprises pour inscrire, par exemple, son OBNL, eh bien, les lettres patentes, c'est les lettres du gouvernement qui officialisent finalement l'inscription au registre des entreprises de ton OBNL. Ensuite, va venir l'étape suivante, qui est l'Assemblée constitutive, dans laquelle les membres vont pouvoir adopter les règlements généraux. On les a écrits, puis après ça, on fait une rencontre pour dire on les accepte. C'est un peu exactement. Ça? En fait, on les propose. Mettons que Jacinthe, d'un matin, veut partir un OBNL avec des amis, avec son équipe. Elle va éventuellement, quand elle va être prête, elle va inscrire son entreprise au registre des entreprises. Elle va recevoir les lettres patentes qui officialisent cette inscription. Ensuite, elle va rédiger les règlements généraux accompagnés d'organisations qui ont l'expertise pour l'accompagner. Et puis, les règlements généraux seront déposés à la première Assemblée générale, qu'on appelle l'Assemblée constitutive.
dans laquelle les membres vont adopter ou non, mais généralement vont adopter les règlements généraux. Et puis là, c'est le début de la vie officielle, si on veut, de la vie associative, parce qu'il faut comprendre que j'ai connu, moi, des entreprises qui étaient inscrites au registre des entreprises, des OBNL, qui n'avaient pas du tout de règlements généraux, qui n'avaient pas fait d'assemblée constitutive, mais qui étaient inscrits puis qui opéraient. Donc, il y a une différence entre les obligations de la loi et les saines pratiques de gouvernance. Puis ça, ben, encore là, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner dans ces processus-là. Il faut faire d'erreurs dans tout ça. L'Assemblée générale, Carl-André, c'est lorsqu'on réunit les membres. On doit le faire une fois par année. Lorsqu'on réunit les membres, et les membres vont pouvoir élire les administrateurs là, qui sont mis en élection. Excellent. Fait que quand on commence, dans le fond, il faut réfléchir un peu à justement déjà comment est-ce que va fonctionner finalement l'Assemblée générale, comment vont fonctionner les membres, comment vont fonctionner dans le fond toutes les différentes personnes qui vont graviter autour du projet. Puis de ce que je comprends, c'est un peu les processus les processus de gestion de l'organisation finalement. Exactement. On peut le voir un peu comme une sorte de contrat qui va déterminer quels sont les rôles, responsabilités, obligations de chacune des parties de l'organisation, que ce soit les membres, l'Assemblée des membres, l'Assemblée générale, le conseil d'administration. Donc, c'est intéressant ce que Stéphane mentionne, dans la mesure où c'est vrai que c'est une étape qui est quand même importante, une grosse étape de réflexion. Donc, par exemple, je crée mon organisation, mais qui est-ce que je veux qu'il soit membre? Combien de catégories de membres est-ce que je veux avoir? Est-ce que mes membres, est-ce que je veux leur faire payer une cotisation? Est-ce que je veux leur faire payer un 10 $ de cotisation ou je préférais qu'ils n'en payent pas? Donc, il y a toute cette réflexion-là sur les responsabilités des membres, en fait, des instances là, de l'organisation. Et dans certains cas, si ce travail-là n'est pas fait puis qu'il n'y a pas eu cette réflexion-là, ben, de un, c'est sûr qu'il peut y avoir des problématiques. Quand un cas survient et qu'on n'a pas ce cadre-là qui a été prédéfini, ben là, on se dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Dans certains cas, la loi va prévoir certaines choses, mais souvent, elle va le prévoir de façon assez restreinte. Donc, par exemple, si je n'ai pas prévu dans mes règlements généraux à quel moment est-ce que mon assemblée générale va avoir lieu, ben, la loi, elle précise. Par contre, elle précise que je pense de mémoire, ça doit être le 3e mardi du mois de janvier obligatoirement. Donc, on voit que c'est assez restrictif, alors que ben, si mes règlements généraux l'ont prévu, ben, il va y avoir une plus grande flexibilité. C'est intéressant, Jacinthe, merci. Oui, j'aimerais ajouter pour le cadre, là, on part... on est à l'étape là, de constitution, puis comment on établit notre cadre de départ. Avec Jeune Coop, nous, on souhaite faire vivre, c'est ça, l'expérience d'abord. Donc, la démarche, on la positionne souple et simple et adaptée dépendamment de ce que les jeunes recherchent ou des compétences recherchées ou même de la pédagogie qui est souhaitée. Donc, dans des cours au niveau cégep, c'est sûr qu'on va aller un petit peu plus loin dans la structure. J'ai vu, il y a par exemple au Cégep Sainte-Foy des jeunes coops qui sont très structurés puis qui ont des règlements de régie interne qui expliquent de façon très définie quels sont les rôles et responsabilités de chacun, comment ils prennent leurs décisions. On a la jeune coop Le Studio qui est dans un cours de graphisme. On a en parascolaire aussi Roue Libre qui est une jeune coop permanente qui revient. Donc, on peut aller dans un cadre vraiment plus structuré. C'est sûr qu'on se rappelle qu'au niveau volet jeunesse, ça ne sera pas des entreprises légalement constituées comme on vient de présenter avec les deux partenaires ici présents, mais c'est des projets écoles, c'est des projets rattachés à une organisation qui, elle, est responsable des aspects légaux du projet. Donc, il y a ce lien-là, l'organisation l'école, par exemple, elle va être responsable autant des assurances si on en a besoin, des règles à respecter et de la responsabilité du projet et du groupe de jeunes. Donc, les démarches par la suite qu'on va intégrer, ça va être symbolique ou ça va être pour leur apporter une expérience. Donc, on offre entre autres une accréditation Jeune Coop qui est un peu à l'image de, on s'enregistre au registraire des entreprises, mais ça leur permet là, d'avoir une reconnaissance Jeune Coop qui
qui reconnaît justement leur parcours entrepreneurial entrepris. Et ça reste volontaire là, comme démarche. Là. Il n'y aura pas d'obligation. Donc, on laisse vraiment le cadre plus souple puis adapté au milieu. Puis, peut-être, moi, ce que je trouve intéressant justement avec la formule adoptée par Jeunes Coop, c'est que c'est toujours intéressant quand vient le temps, par exemple, d'accompagner des groupes de jeunes qui ont passé par le programme Jeunes Coop et qui veulent, après leur parcours au secondaire, là, généralement, ou même des fois au cégep, qui veulent continuer à pousser leur projet pour éventuellement en faire plus qu'un projet scolaire, mais vraiment une entreprise qui opère là, et qui va se constituer légalement. C'est des jeunes qui sont beaucoup plus préparés, justement parce qu'ils ont vécu c'est quoi la vie associative. Ils ont eu à réfléchir sur des règlements pour réguler la vie associative. Donc, quand on parle de règlements de vie associative, pour que les gens comprennent bien, c'est vraiment, OK, pour telle décision, on veut, nous, en tant que fondateurs, fondatrices de l'organisation, on veut que pour telle décision, ce soit un vote à l'unanimité ou un vote aux 2/3 des membres, etc. Donc, on vient vraiment encadrer en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on recherche comme vie associative. On vient vraiment encadrer les pratiques. Et c'est toujours intéressant, effectivement, là, quand les jeunes peuvent l'expérimenter au primaire, au secondaire, au cégep. Après ça, c'est des choses c'est des réflexes qu'ils ont adoptés qui deviennent là, tellement profitables pour la suite. Donc, ton travail sans trop faciliter d'une certaine façon quand les jeunes ont fait ce genre de programme-là, dans le fond, quand ils étaient à l'école. Oui, certainement, certainement. Puis peut-être une chose aussi qu'on n'avait pas mentionnée, là, mais que je pense qu'il peut être intéressant pour les gens qui nous regardent, c'est l'étape entre l'obtention des lettres patentes et la première assemblée constitutive. Il faut juste savoir que pour un OBNL, par exemple, puis c'est 3 personnes minimum, les 3 personnes qui ont signé pour fonder l'OBNL sont reconnus de fait comme les administrateurs provisoires. Donc, les fondateurs sont reconnus comme étant formant le conseil d'administration. Dans le cas d'une coopérative, c'est 5 personnes minimum là, en général. Donc, puis encore là, il y a des distinctions à faire entre la coopérative et l'OBNL. Et on ne veut pas non plus endormir là, les gens qui nous regardent, mais c'est une autre raison pour laquelle c'est important de travailler avec des gens qui ont l'expertise. Pas un bon choix. Dave, tu veux rajouter quelque chose? Non, ben c'est ça. Ce que je trouve intéressant des partenaires, par exemple, au niveau Jacinthe, Sismic, etc., c'est que pour moi, j'ai l'impression que ça donne le sentiment aux gens que entreprendre, c'est possible. Parce que sinon, je pense que pour beaucoup de personnes, se dire fonder mon entreprise ou fonder une entreprise, ça peut sonner tellement loin, tellement complexe, tellement difficile. Donc, tout ce travail de sensibilisation-là, je pense que ça fait en sorte que tu dis, hey, ben, tu sais, c'est possible. Puis, encore une fois, un peu comme je le mentionnais préalablement, hey, tu sais, j'ai peut-être pas besoin d'être Bill Gates pour partir en affaires. Hey, tu sais, je peux aller me chercher des partenaires, des personnes dans mon entourage qui vont m'appuyer. Et également le fait que des organisations, évidemment, comme nous, au niveau de la CEDEC, qu'on soit présent, évidemment, il y a tout un écosystème qui existe, et cet écosystème-là est vraiment là pour accompagner les personnes, ce qui fait en sorte que les gens ne sont pas délaissés. Ils ont des ressources qui peuvent vraiment fournir des appuis dans l'ensemble du processus. Je pense qu'au niveau des invités que tu as, c'est ce que tu démontres, que ce soit en pré-démarrage, j'ai une idée, mais il faut que je la structure. Ben, il y a l'accompagnement qui peut être fait. Mon idée, ben, je sais qu'elle est viable. Maintenant, je me dis, OK, il faut que je me lance. Ben, il y a des organisations comme la CEDEC qui sont là. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ça revient tout le temps à ce que tu as dit tantôt, là, tu disais, au fond, c'est de trouver un besoin puis d'y répondre dans le milieu. Donc, ultimement, c'est qu'indifféremment de la forme exacte ou de la façon, ou ça, peu importe ça va être qui notre conseil d'administration à terme, de ce que j'entends, c'est que l'important, c'est de réussir à définir un enjeu dans le milieu, puis de dire on répond à cet enjeu-là dans le milieu avec le milieu finalement. Donc, c'est d'arriver à rallier les gens autour d'une cause pour travailler ensemble vers cette cause-là, plutôt que de dire moi j'ai la solution, puis moi j'y vais finalement. C'est un peu ça que je comprends. C'est ça, puis je pense que surtout au niveau du pré-démarrage, par exemple, au niveau de Sismic, il y a beaucoup, évidemment, un travail d'itération qui va être fait. Donc, souvent, les gens, ils viennent en disant
j'étais chez moi vendredi soir, puis j'étais confiné, donc j'ai réfléchi à comment changer la société. Puis on arrive, mais des fois, il peut y avoir évidemment un décalage entre l'idée que j'ai, sur laquelle j'ai penché chez moi et la réalité du terrain. Donc, il y a beaucoup de travail d'aller voir des partenaires. Et encore une fois, des fois, c'est des choses qu'on entend où des gens ils se disent, j'ai une idée, mais j'ai tellement peur de la partager parce que j'ai tellement peur qu'on me la vole. Alors que souvent, c'est exactement la démarche inverse qui va être profitable au projet, c'est d'aller sur le terrain, puis souvent les commentaires vont venir bonifier notre projet. On va se rendre compte que, hey, ben, il y a déjà une tentative qui a été faite à tel moment, ça n'a pas fonctionné à cause de telle chose. Ah, ben ok, ben voilà, j'ai ajusté mon projet de telle façon. Je rencontre un autre partenaire qui me dit, hey, mon Dieu, mais ton projet, il est vraiment intéressant. Nous, on aurait peut-être telle ressource matérielle, humaine, avec lesquelles on pourrait appuyer ton projet. Donc, il y a beaucoup un travail d'itération, de va-et-vient pour venir bonifier, structurer, améliorer le projet pour le rendre plus viable. Puis ça, c'est souvent des étapes qui vont être faites en pré-démarrage. Oui, c'est ça. J'aimerais ajouter, on aide à différentes étapes, là, ça a été nommé, mais il y a également le soutien pour trouver du financement. Donc, ça peut être vraiment des inquiétudes de départ, même si bien des projets, là, finalement, on peut se rendre compte, autant en milieu jeunesse qu'en entreprise légalement constituée, qu'il n'y a pas nécessairement de sous à investir pour le départ ou très peu. Mais des fois, on veut avoir ces ressources financières-là, on ne sait pas où les trouver. Donc, nous, on est des agents facilitateurs pour trouver ce financement-là, que ce soit en milieu jeunesse. Nous, par exemple, avec Jeune Coop, on a du financement pour tous les niveaux scolaires là, avec la bourse et du coop. Au niveau cégep, c'est quand même un 500 $ qui est accordé annuellement. On soutient aussi pour la participation à la mesure du défi Ose entreprendre, qui est un concours provincial et une mesure financière. Donc, c'est tous ces moyens-là pour supporter les milieux là, qui vont les aider là, à dire, ben OK, je ne suis pas seule, puis j'ai les moyens d'accomplir mes projets. Mais justement, je ferais du pouce sur cette idée-là. Est-ce que des fois, ça ne peut pas amener un peu le réflexe de dire je vais me constituer une entreprise collective pour aller chercher du financement? Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Donc, des gens qui veulent faire leur projet sous une forme OBNL parce qu'ils se disent il y a du financement, puis je vais en avoir, puis d'une certaine façon, c'est un peu, j'ai l'impression des fois, la pensée magique de dire si je fais une OBNL, je vais recevoir des subventions. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Mais je comprends, Jacinthe, que tu me dis qu'il existe du financement, mais est-ce que c'est aussi simple que ça, Stéphane? Faut quand même, je pense, distinguer, là, par exemple, du côté de Jeune Coop, les bourses, quand un projet s'inscrit Jeune Coop, effectivement, il peut recevoir là, la contribution financière, le 500 $. Mais lorsqu'on parle de projets légalement constitués, bien, souvent, en fait, les besoins sont beaucoup plus élevés. Les projets qu'on va accompagner, par exemple, en partenariat avec la CEDEC, avec la CDRQ, etc., bien, les besoins, on parle généralement de plusieurs milliers de dollars. Et puis, la première chose que les analystes vont regarder, c'est, oui, le modèle d'affaires est important, mais surtout en économie sociale, c'est quoi l'ancrage dans la communauté? Donc, par exemple, tout le monde connaît un exemple d'OBNL qui s'est formé avec mettons Stéphane, il a mis son père, son frère, son chien, puis la voisine, là, pour former l'OBNL. Mais ce qui va arriver au final, c'est que quand je vais faire une demande, par exemple, pour avoir 50 000 $, je vais aller voir la CEDEC, Dave, par exemple, avec le fonds risque. Eh bien, Dave va regarder, première chose, c'est quoi l'ancrage dans la communauté et la gouvernance démocratique. Et donc là, Dave va voir que les gens qui sont impliqués dans le projet ne représentent pas nécessairement la communauté ou encore la gouvernance démocratique est faible parce que c'est des gens qui gravitent autour de moi et au final, c'est moi qui porte le projet seul. Et donc, quand va venir le temps d'analyser, Dave va juste dire non. Fait que, oui, il y en a beaucoup qui s'essayent, mais au final, ça marche très, très rarement. Puis ça, c'est pour les fonds, pour les programmes de la Ville de Québec, par exemple, pour les programmes gouvernementaux. Les analystes regardent toujours c'est quoi la qualité de la vie démocratique et c'est quoi l'ancrage dans la communauté. Donc, pour revenir à ce que Dave disait, c'est tellement important, surtout en économie sociale, de mobiliser la communauté, de parler de notre projet. À toutes les fois que j'ai un entrepreneur qui vient me voir avec une idée, il y a tout le temps au moins 1, 2, 3 personnes qui ont eu la même idée.
Mais ce qui va faire la différence, c'est la personne qui va oser aller à la rencontre des gens, mobiliser, créer un engouement autour du projet. C'est cette personne-là qui va réussir à atteindre des résultats. Ouais. Fait que ce que je pourrais rajouter, c'est que je pense qu'on a souvent peut-être cette confusion entre organisme communautaire et entreprise d'économie sociale. Donc, lorsque j'ai une forme juridique OBNL, disons que je pourrais la sous-diviser en deux catégories. Donc, un OBNL qui a un volet marchand, donc je vends un bien, un service et j'ai une forme OBNL, et un OBNL qui offre un service non marchand. Donc, par exemple, j'offre des hébergements pour femmes violentées. J'ai pas envie que la femme violentée vienne me voir puis je lui dise tu vas devoir payer 30 $. Donc, j'allais me financer par des financements publics, subventions, donations de fondations, etc. Donc, je pense que ça influence peut-être la perception qu'on a où on se dit ben, peut-être que c'est un peu comme ça partout puis que le financement, ben, ce sera de la subvention, etc. Je dirais que historiquement, pendant longtemps, la dimension collective des organisations faisait en sorte que c'est un peu plus difficile de venir capitaliser les organisations. Donc, pourquoi? Ben parce que lorsque je suis une entreprise, disons, individuelle, que je me pars en affaires sous forme, disons, privée, traditionnelle, ben, si je veux aller à la banque demander un prêt de 50 000 $ pour mon projet, ben, au pire aller, ça se peut très bien que le bailleur de fonds puis ma banque, elle me dise, ben, au pire aller, as-tu des biens qu'on va prendre en garantie? Ben, on prendra ta voiture, ta maison. Puis si jamais tu n'es pas en mesure de nous rembourser, ben, ta voiture va nous permettre de nous rembourser. Évidemment, quand j'ai 10 personnes qui partent un projet et que le projet m'appartient pas individuellement, mais appartient à un collectif, ben, c'est beaucoup plus difficile de moi mettre ma maison en garantie pour un projet qui ne m'appartient pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, au cours des années, ben, pour pallier à ces difficultés-là, il y a tout un écosystème financier qui s'est créé pour venir appuyer financièrement les organisations. Ce qui fait en sorte que le financement, il n'est pas nécessairement j'ai plus de subventions puis plus d'argent qui va m'être donné. Je dirais plutôt que le financement il sera tout simplement différent et qu'on va passer beaucoup par des organisations ou des fonds spécialisés en économie sociale qui vont avoir une certaine perspective, un angle d'approche différent puis qui vont être conscients des réalités spécifiques de ces organisations-là. Donc, je dirais que c'est plus ça la différence. Et sinon, ce que je pourrais rajouter, c'est que il y a peut-être certains secteurs qui peuvent être particuliers. Je pense notamment au niveau de la culture, où d'expérience, je pense qu'on retrouve un peu plus de volets subventions que dans d'autres secteurs. Pourquoi? Ben parce que souvent, bon, la culture, c'est quelque chose qu'on considère comme quelque chose de non marchand, comme un bien commun qui appartient à tout le monde. Donc, souvent, là, le financement va être peut-être un peu plus différent et spécifique dans le domaine de la culture que dans les autres secteurs d'activité. Excellent. Mais je trouve ça super intéressant. Puis je suis vraiment, même moi, j'ai appris beaucoup de choses ce matin avec vous. Là. Je pense que ça a été vraiment, je ne sais pas si on a oublié des grands éléments, mais j'ai l'impression qu'on a fait quand même un bon tour de roue là, des grands enjeux là, justement de l'entrepreneuriat collectif, de l'économie sociale. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, un mot de la fin. Jacinthe, est-ce que tu voulais commencer? Oui, donc n'hésitez pas là, à me contacter pour démarrer ou pour ajouter une structure coopérative. Donc, si vous avez les jeunes, que ce soit du primaire à l'université, donc tous les jeunes sont la bienvenue avec leur intervenant de participer au programme Jeunes Coop. Donc, c'est sans frais à chaque fois pour l'accompagnement, l'adhésion. Il y a une foule d'outils aussi sur notre site Internet du CQCM, donc le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Donc, vous pouvez faire appel à moi. J'ai une page Facebook également, Jacinthe Dion-Côté. Puis, donc, ça va être vraiment un support là, qui est facilitant et qui permet de vivre la coopération, donc de se regrouper puis de se mettre dans l'action, d'être des agents de changement finalement pour son milieu. C'est possible pour les jeunes aussi. Merci beaucoup. De mon côté, en fait, peut-être juste mentionner que pour me joindre, c'est très, très simple, là, sismic@commercialpaulcn.org. Puis Carl-André, j'imagine, va pouvoir mettre les liens là, de nos adresses courriels sur Facebook, etc. Mais je voudrais vraiment prendre le temps de dire à quel point moi, je suis content de voir tout l'écosystème d'accompagnement en entrepreneuriat. Puis c'est une des choses pour laquelle je suis vraiment fier, là, surtout dans la région de Québec.
Là, on a parlé beaucoup aujourd'hui d'économie sociale. Il y a un écosystème, je travaille avec Entrepreneuriat Laval, avec le fonds d'emprunt, avec il y a des cours en lancement d'entreprise dans les CFP. Il y a Carl André avec Option Travail qui est là pour appuyer. Donc, on est chanceux dans la région. On a tellement un bel écosystème d'accompagnement d'entrepreneuriat. C'est toujours très, très, très triste de voir des entrepreneurs qui ont échoué malheureusement sans jamais faire appel à l'aide qui était offerte. Donc, nous, on se spécialise en économie sociale. Si vous avez des projets d'économie sociale, n'hésitez pas, contactez les gens. On est vraiment là pour vous aider, puis c'est gratuit. Donc, vous ne perdez rien là, à l'essayer. Merci beaucoup. Tu m'as volé les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, pour moi, c'est exactement ça. Donc, d'être conscient que il y a tout un écosystème qui est là, qui est à la disposition de l'ensemble des personnes, soit qui envisagent partir en projet, qui sont dans des démarches. Et donc, c'est vraiment au bénéfice des personnes de pouvoir profiter de l'expertise de l'ensemble de ces acteurs-là. Donc, pas uniquement individuellement ou comme organisation au niveau de la CEDEC, mais vraiment là pour l'ensemble des acteurs. Puis, peu importe la porte à laquelle vous cognez, l'ensemble de ces acteurs-là travaillent vraiment en complémentarité et en collaboration l'un avec l'autre. Donc, que vous tapiez à la porte là, de Sismic, de la CEDEC, si jamais on n'est pas l'acteur pertinent, ben, on va vous diriger vers les bonnes portes. Et il y a vraiment, je pense, un bel esprit de collaboration. Puis je pense que cet événement-là en témoigne. Puis un bel esprit aussi de complémentarité où vraiment, là, peu importe l'étape où vous êtes situé, du démarrage au pré-démarrage, ben, il y a un acteur qui va être présent pour vous fournir là, les informations, l'accompagnement pour mener à bien votre projet. Là. Exact. Je dirais pas mieux, effectivement. L'écosystème à Québec est très vivant. Puis ça, c'est super agréable. Puis pour moi aussi, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir vous accueillir justement puis de parler de ces enjeux-là que je trouve qui sont quand même importants. Donc, merci beaucoup pour votre présence puis pour toutes les réponses que vous avez apportées. Je pense qu'il y avait plusieurs éléments là, qui étaient super intéressants, super enrichissants. Donc, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir en personne bientôt. Puis sinon, ben, si jamais les gens ont des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Je pense qu'on l'a bien dit. On est là pour vous répondre. Puis c'est pour la majorité des services en entrepreneuriat, c'est pratiquement tous gratuits. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter les gens quand on a des besoins. Définitivement, ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Donc, sur ce, on va terminer le live et je vais vous souhaiter une très belle fin de journée, mesdames et messieurs. À la prochaine. Bye, merci à tous. Merci. Ciao.